Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce soir d'été. Toute l'équipe de 28 minutes est présente au poste. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir, monsieur. Et l'actualité, ce sont ces habitants des zones ravagées par le feu qui ne peuvent pas retrouver leur maison sonnées par la violence des incendies. C'est vos tripes qui partent. Hein. C'est toute une vie. Nous, on n'est pas retournés au Porge. On ne sait pas en fait ce que ça va nous faire d'y aller. Est-ce qu'on va pouvoir y revivre psychologiquement? Est-ce que ça va être viable? Alors, quel impact ces catastrophes climatiques ont-elles sur notre santé mentale? Comment s'en relever collectivement ou en optant pour le repli sur soi? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, la saison estivale venue, s'épanouissent dans des vergers de chroniques, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Au menu ce soir, Marjorie. On va partir aux États-Unis où les universités font moins rêver, notamment les étudiants étrangers. Ces derniers temps, le nombre de nouveaux inscrits a fortement chuté. Pourquoi ce désamour? Je vous raconte ça tout à l'heure. On a une petite idée tout de même pourquoi. Voilà. Et vous, Théophile? Figurez-vous que nos billets de 5, 10, 20, 50 euros vont bientôt changer de look et on va pouvoir choisir à quoi ils ressembleront. Changer les billets de la zone euro, je vous raconte comment ça marche. On se retrouve bien sûr en fin d'émission, car avant ça, nous allons prendre la direction du Marais. Alors c'est un quartier situé au centre de la capitale où se trouve une porte ouverte sur le futur. Alors c'est un futur, il est peuplé de vaisseaux, de quelques batailles, mais également de dieux égyptiens perdus, d'amants au corps cyborg et des empires qui s'écroulent. Un futur pas toujours riant, mais c'est celui d'Enki Bilal, génial dessinateur de BD qui a désormais un fonds à son nom dans Paris. Il vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Enki Bilal. Bonsoir. Alors vous êtes auteur de bande dessinée, réalisateur. L'exposition inaugurale consacrée à votre travail se tient donc jusqu'au 1er novembre à Paris, au fond. Enki Bilal, c'est ça, voilà, ce dont on va parler. Je présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors Enki Bilal, vous avez donc ouvert ce lieu, mais c'est pas n'importe quel lieu parce que vous le définissez comme un lieu de résistance. Ça veut dire quoi, lieu de résistance? Alors, d'abord, je ne l'ai pas ouvert moi, je ne suis pas à l'origine de cette très belle idée, je suis très content de l'idée. C'est un lieu de résistance, oui. Oui, parce que je pense que la culture est en mutation, en danger, comme le monde dont vous parlez tous les soirs pendant 28 minutes, et c'est très bien. Moi, je le sens comme ça. En tout cas, je vois l'IA qui arrive, la place de la culture, y compris dans les médias. Il y a de moins en moins de place pour la culture. Il y a une mutation naturelle, normale, due au numérique, nouvelles pratiques artistiques, sans doute. Donc voilà, je pense qu'il faut résister en disant simplement la mémoire, la culture, l'art, c'est quelque chose d'essentiel pour la santé d'une société, tout simplement. Je pense que c'est ça, et on sera tous d'accord là-dessus, je crois. Et c'est de ça, justement, dont nous allons parler dans un instant. On va voir de votre travail et du monde qui vient. Mais juste avant, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal, justement, pour parler même de votre propre travail. Et c'est Olivier Boucreux qui vous l'explique. Enki Bilal, vous dessinez le futur avec les cicatrices du passé. À Paris, plus de 200 œuvres inaugurent le fond qui porte votre nom pour faire entrer le monde dans les cases sans jamais vous y enfermer. Il suffit lorsque c'est nécessaire, de faire éclater les lois de la bande dessinée qui sont peut-être un peu figées. Vous avez le profil idéal. Belgrade années 50, vous naissez Enes Bilal d'un père bosniaque musulman, tailleur de Tito, ce héros de guerre devenu chef tout-puissant de la Yougoslavie, et d'une mère tchèque catholique. En 1960, vous rejoignez votre père à Paris avec votre sœur. Il veut faire de vous de petits Français. Vous tombez amoureux de la langue, découvrez Spirou, Tintin et gardez la Yougoslavie comme un disque dur intime. À 15 ans, vous poussez la porte de Pilote. René Goscinny, le père d'Astérix, vous encourage à revenir après le bac. Monsieur Enes Bilal. 5 ans plus tard, vous gagnez un concours organisé par le journal, quittez les Beaux-Arts et... Ce dessinateur, ce jeune, peut espérer travailler dans un journal pour jeunes. Avec Pierre Christin, scénariste engagé, vous mêlez fantastique et politique. Partie de chasse raconte l'agonie du communisme avant la chute du mur et révèle la puissance d'une BD qui sort des codes. Puis viennent La femme piège et la trilogie Nicopole, Le sommeil du monstre, nourri par la guerre des Balkans, et Bug, où disparaissent toutes les données numériques. Vous êtes aussi drogué à l'actu, elle nourrit vos albums autant que vos inquiétudes. Il est peut-être aussi important pour moi de dire à quel point la réalité me rend mal à l'aise finalement. Donc c'est peut-être ça
je veux dire, l'explication de ce côté pessimiste. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même de l'humour tout au long de certaines de ces histoires. Un humour noir, certainement, mais c'est quand même de l'humour. Vous réalisez 3 films, inventé dans froid Équateur le chessboxing, mélange d'échecs et de boxe devenu un vrai sport, et composez désormais chaque case séparément avant de les assembler à l'ordinateur. Une liberté, même face aux nostalgiques de l'ancien Bilal. Aujourd'hui, votre fonds parisien réunit planches, peintures, sculptures et extraits de films. Coiffé d'un couvre-chef, votre marque de fabrique, vous voulez ce lieu vivant, résistant et ouvert aux artistes ou aux écoliers. Face à l'accélération du monde et à notre dépendance au numérique, vous le rappelez, la mémoire est le b.a.-ba de l'humanité. Voilà, Enki Bilal. Alors, on parle justement de ce fonds Enki Bilal qui s'est ouvert à Paris. D'ailleurs, je dis fonds Enki Bilal et non pas musée Enki Bilal. Est-ce que vous auriez imaginé votre nom accolé à ce nom de musée? Bah non, musée, justement, oui. On a écarté tout de suite. Moi, j'ai écarté tout de suite parce que là, je suis en activité, je suis vivant, donc l'idée, c'est de continuer. Pour vous, ça veut dire musée, c'est forcément mort? C'est un côté figé, ouais, je trouve. Je me trompe peut-être, mais il me semble que ça connote quelque chose d'un peu à l'arrêt, mais qui transmet, ça c'est parfait, bien sûr. Donc fond avec un S. Et c'est mieux que espace, c'est mieux que, je sais pas, voilà. Oui. On s'est mis d'accord là-dessus. C'est un mot assez bizarre, hein, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et donc voilà, c'est là pour... alors, première exposition qui m'est consacrée, donc là vous avez fait une espèce de rapide... On a essayé. Non, mais ça m'a remis évidemment complètement... En fait, ce résumé dit très très bien quelle est la thématique que j'aborde depuis le début, depuis Belgrade, ma naissance, depuis... vous parlez de Tito, maréchal Tito. Moi je suis né dans un pays qui sortait de la guerre, la victoire sur le nazisme, donc le communisme qui est là, etc. Donc ça m'a marqué, je pense, et c'est pour ça que dans tous mes regards prospectifs, dans mes récits, il y a toujours cette dimension humaniste et politique. Voilà, en fait, je déroule ma vie à partir du moment où je suis né. Voilà. Avoir de son vivant quand même un lieu, certes ce n'est pas un musée, on a bien compris, mais quand même un lieu physique, pérenne, ça permet plus de choses, par exemple, qu'une exposition itinérante, éphémère? Alors oui, ça va me permettre déjà, moi, je vais continuer à présenter des choses, des peintures, moi je fais de la peinture aussi, donc... diverses autres activités, mais aussi, surtout, on l'a pas dit, mais il y aura un invité régulièrement, il y aura un artiste invité qui viendra, pas forcément, et surtout pas d'ailleurs du milieu de la bande dessinée, ça pourra arriver, mais en tout cas, l'idée c'est de partager, parfois même de faire des œuvres à 2, à 4 mains. C'est quelque chose que je prévois de faire, en tout cas. Donc voilà, ce sera un lieu qui vivra à travers mon travail, c'est une chose, mais en tout cas, moi, j'accueille aussi le travail des autres et les parcours des autres. La commissaire qui a plongé dans votre œuvre, 50 ans de carrière quand même, Enki Bilal, a découvert des choses qui reviennent, une chose qui revient beaucoup dans vos histoires, une sorte d'obsession dont vous n'aviez pas conscience. Vous pouvez nous raconter? Il y en a plusieurs. Il y en a une sur l'amour, je crois. Alors, très bien, celle-là. Oui, par exemple, en effet, j'en étais conscient un peu dans mes albums, mais par exemple, lorsque j'ai fait le montage de mes 3 films, j'ai fait un montage, une compression, alors... 3 films, c'est fait 4h30, 5h à peu près. Là, je fais une compression d'1 heure, simplement, en 1 heure. Un montage un peu à la hache, brutal, comme ça, mais où les 3 films progressent comme ça vers la fin. Et en fin de compte, je me rends compte qu'à la fin, les 3 se terminent de la même manière. Alors, après avoir traversé le chaos, des histoires de violence politique et autres, les couples se forment, et il y a toujours un couple qui finit, chaque film se termine avec un couple qui se constitue ou qui se reconstitue. Voilà. D'accord. Donc finalement, c'est un élan romantique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans mes albums aussi, parce que en fait, l'humain, évidemment, est au cœur de tout ça. Moi, évidemment, la politique en soi ne m'intéresse pas, ou la géopolitique ne m'intéresse pas, s'il n'y a pas le spectacle de l'impact sur l'humain. Donc nous, on le vit, hein, ça, on est en train de le vivre, et en plus, tout se mêle, tout se mélange, l'actualité s'accélère. Et cette vitesse, d'ailleurs, c'est cette vitesse-là qui est inquiétante aussi. Quand je parlais de résistance, c'est parce que l'accélération, vous la vivez en tant que journaliste, vous voyez comment comment il est compliqué de gérer ça. Je veux dire, en ce moment, depuis une semaine, on ne voit que des images de l'incendie. Moi, je ne sais pas si l'Iran c'est en guerre, si Poutine n'a pas signé... Le fait qu'on passe à autre chose. Peut-être Poutine et Zelensky ont peut-être signé un accord de paix. Alors non. Alors je vous le dis ce soir, c'est pas encore le cas. Mais une chose, en tout cas, vous parliez de rapidité, et vous avez commencé cette émission en parlant. On voit que c'est quelque chose qui vous travaille sur l'intelligence artificielle. Et justement, Sam Altman, donc le président et créateur de OpenAI, donc sur ChatGPT qu'on peut avoir sur nos iPhones, appelle aujourd'hui un ralentissement du développement de l'intelligence. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il faut, à votre avis, il dit, lui, il faut ralentir le développement pour que nos systèmes informatiques prennent le temps quand même de l'intégrer. Il faut l'écouter parce que ces gens-là sont quand même avisés et c'est eux qui inventent la machine, ils savent comment la faire marcher. Le danger, effectivement, est que la machine
prennent tellement d'avance sur nous, ce qui arrive tous les jours, ça n'arrête pas, hein, qu'à un moment donné, sans vouloir nous faire de mal, parce qu'on peut faire de la science-fiction, on peut dire la machine va prendre le pouvoir, elle va éliminer l'humain, etc. Bon, non, elle risque de prendre le pouvoir naturellement, parce que le fossé va être tellement énorme entre elle, qui aurait progressé à tous les niveaux, et nous, qui dira, mais ils ne servent à rien. Les humains ne servent à rien. Pas ne me servent à rien, mais ne servent à rien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dangereux. Je pense que ces créateurs, ce sont des gens certainement extrêmement pointus dans ce domaine-là, sont en train de prendre conscience de ça. Elon Musk avait dit, je ne sais pas, il y a 2 ans, 1 an ou 2, qu'il fallait peut-être prévoir un moratoire de 6 mois. De 6 mois, juste avant de lancer sa propre intelligence artificielle. Mais on lui avait dit, c'est parce que tu es en retard. C'est ça, voilà. Alors, vous avez parlé, on l'a vu tout à l'heure dans le portrait d'Olivier Boucreux, vous êtes, comme on dit, sans que ce soit péjoratif, shooté à l'info, hein, vous aimez ça, vous vous intéressez en permanence à l'info, et on va parler d'une info toute particulière qui pourrait vous toucher, parce qu'elle parle bien aussi de votre pays, là d'où vous venez. Avec vous, Julia, on va voir en ce moment qu'en Serbie, les jeunes tentent de pousser le dirigeant nationaliste vers la sortie, et les manifestations se multiplient. Oui, tout à fait. Les dernières en date remontent au mois de juin. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville de Kraljevo, au centre du pays. Et alors, qu'est-ce qui a mis une nouvelle fois le feu aux poudres? C'est le fait que le président conservateur Alexander Vučić, qui est au pouvoir depuis 12 ans maintenant, il a annoncé qu'il allait démissionner, mais sans donner de date précise de départ. Et c'est pas la première fois que ça se produit. Par le passé, il a déjà promis des élections sans tenir parole. En fait, ça fait près de 2 ans maintenant que la Serbie est secouée par des manifestations étudiantes contre le pouvoir qui est accusé de corruption. En fait, le mouvement est né en 2024 après l'effondrement d'une gare à Novi Sad, qui est la 2e ville du pays. Et cette tragédie avait fait 16 morts. Et ce sont donc les jeunes qui ont lancé ces grandes manifestations avec un symbole qu'on retrouve à chaque fois dans les rues, une main ensanglantée. Enki Bilal, vous qui êtes né là-bas, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites et est-ce que vous comprenez cette jeunesse serbe qui va dans les rues? Bien sûr, je la comprends. J'y suis allé régulièrement. Je vais à Belgrade, je vais à Sarajevo. Je savais que ça allait, évidemment, il faut que ça pète, mais le pouvoir est quand même très très costaud, puisque Vučić a la main un peu sur tous les médias, etc. Donc c'est le coup classique. C'est pas un dictateur, mais c'est une forme d'autocratie mafieuse. Donc il y a un vrai danger. Vraiment, la jeunesse serbe, elle a envie que ça bouge, elle a envie que ça explose et que ça s'arrête. C'est le mai 68 qu'ils attendent tous, je pense. Oui. Votre père était le tailleur du dictateur, Tito, en Yougoslavie. Oui. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui vous en reste de cette période? Alors, dictateur, je dis toujours soft. Alors, chaque fois que je vois une photo comme ça, je me dis peut-être que c'est mon papa qui a fait le costume du maréchal, là, en photo d'ici derrière. Il m'en reste alors des souvenirs quand même assez beaux de l'enfance belgradoise. Moi, j'étais très heureux à Belgrade avant d'arriver en France. Donc le voyage était prévu, mais on ne savait pas quand. Donc il y avait comme ça une inconnue. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu dans un régime sans doute totalitaire. Mais Tito était très très apprécié des Occidentaux, parce qu'il avait dit non à Staline. Ça, bien sûr. C'était énorme. Donc, il y avait beaucoup de visiteurs. Moi, je me souviens de parades. Je participais en tant que pionnier. Les enfants, ils étaient dans les stades. Je faisais partie des milliers de gamins qui avaient le petit foulard rouge, etc. Et donc, tout ça, c'est une enfance assez heureuse. Et on avait l'impression que Tito était apprécié. Et il était aussi apprécié des Yougoslaves, parce que c'était encore de la Yougoslavie, parce qu'il avait été le héros, celui qui avait sauvé le pays du nazisme, qui avait éteint un peu les nationalistes croates oustachis et les nationalistes serbes tchétniques. Voilà, bon, après son nom. Enfin, on voit en tout cas que tout ça a irrigué aussi votre œuvre, et votre œuvre, elle est à découvrir, surtout si vous ne la connaissez pas, en fait. Si vous ne connaissez pas Enki Bilal, il faut aller voir cette exposition inaugurale consacrée à votre travail, donc qui se tient jusqu'au 1er novembre, au fond, donc, Enki Bilal. Voilà, on peut le dire comme ça, à Paris. Merci beaucoup, en tout cas, Enki Bilal, d'être passé par 28 minutes ce soir pour nous en parler. Merci. Passons maintenant à notre débat. Jusqu'à quand les flammes continueront de progresser? Les forêts du sud-ouest sont ravagées par des incendies et les blessures resteront vives encore longtemps pour les habitants de la région. Un vrai traumatisme qui s'ajoute au sentiment d'éco-anxiété ressenti par une grande partie de la population, en particulier chez les 15-24 ans. Ce sentiment, que tout se désagrège autour de nous et que l'on ne peut rien y faire. Incendies, canicules, tempêtes, inondations. Notre santé mentale est en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique. Alors comment combattre ce sentiment d'éco-anxiété? Est-il possible d'avoir une réponse collective ou le repli sur soi est-il de mise? Quelle politique pour contrer la colère qui monte face à l'inaction? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
bonsoir à tous. Près de 6000 morts supplémentaires pendant la canicule de juin selon Santé publique France. Jamais les sapeurs-pompiers n'ont fait face à un feu d'une telle intensité. La situation est grave et l'été commence à peine. La suite, incertaine, inquiétante. Canicule et méga-feux, les phénomènes climatiques extrêmes ont des répercussions sur le moral. Les premiers touchés sont forcément les victimes, à l'image de ce couple originaire du Porge qui découvre ce qu'il reste de sa maison. C'est bien là qu'on a tout construit, c'est bien là qu'on a été heureux, c'est bien là qu'on a vécu, qu'on pensait vivre encore longtemps. C'est un passé, c'est des meubles, c'est des photos, c'est des affaires que nos parents nous ont léguées. C'est vos tripes quoi qui partent. Hein. C'est toute une vie. Des événements à répétition qui viennent nourrir davantage un sentiment dit d'éco-anxiété. Selon une étude de l'ADEME, c'est un Français sur 4 qui serait concerné. Depuis quelques années, cette psychologue dit voir de plus en plus de patients en prise avec ce malaise, des jeunes surtout. Plus ils sentent qu'il y a une inaction ou en tout cas des actions qui ne sont pas à la hauteur, plus l'éco-anxiété est forte. La souffrance n'est pas juste l'inquiétude à un niveau individuel, mais c'est l'expression d'un sentiment un peu d'abandon d'une génération par rapport à une autre, ou en tout cas du sentiment qu'on n'est pas entendu sur ces questions-là. Alors, comment prendre en charge l'éco-anxiété ? Ce ressenti est-il une invitation à agir ou une manifestation d'un certain fatalisme ? Notre météo intérieure est-elle déterminée par les mutations climatiques ? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Albert Moukébert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Votre livre Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau est paru aux éditions Alary. Alors selon vous, les incendies ont généré chez les victimes une anxiété extrême et un état d'alerte constant. La majorité d'entre elles ne développeront pas, dites-vous, pour autant de troubles post-traumatiques. À vos côtés, Martin Hirsch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ex-directeur général de l'APHP, président de l'Institut de l'engagement. Vous avez publié des Solastalgiques chez Stock en 2023. Selon vous, l'éco-anxiété nous touche tous, en particulier la jeunesse, mais vous préférez, vous, le terme de solastalgie, car il ne désigne plus une souffrance individuelle. En fait, il traduit le constat plus profond que le monde ne sera plus jamais comme avant. Et puis, Laure Nouala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur. Votre livre « Comment rester écolo sans finir dépressif » est paru aux éditions Tana. Selon vous, l'éco-anxiété nous pousse à agir. La peur est certes mauvaise conseillère, mais bien canalisée, dites-vous, elle devient un formidable moteur d'action, notre meilleur anxiolytique. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et l'image du jour. Oui, regardez, c'est cette mère avec sa fille devant les ruines de leur maison. Nous sommes à Biscarrosse, dans les Landes, où 198 maisons ont été détruites par le feu. On aurait pu aussi être à Correns dans le Var ou aussi au Porge, en Gironde, la Gironde, où 220 000 personnes ont été évacuées, 55 000 en une seule nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est les plus grosses évacuations qu'on ait jamais vues en France. Albert Moukébert, quand on part comme ça, en pleine nuit, dans l'urgence, qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver quand on reviendra, on peut parler de choc traumatique. On peut parler de choc. En fait, le mot de traumatique viendra après, selon comment est-ce qu'on réagit. Évidemment, c'est un choc traumatique sur le moment, mais parfois, on confond le choc traumatique avec le trouble du stress post-traumatique. C'est pas la même chose. Donc, on peut subir un choc traumatique et pour autant que ça va se développer un PTSD. En général, on estime, selon la littérature, entre 5 et 15% des personnes qui vivent un choc traumatique vont développer un syndrome du stress post-traumatique. Martin Hirsch, vous êtes d'accord ? C'est un traumatisme, malgré tout, un choc tout au moins ? C'est évidemment un choc. On a vu les reportages, les témoignages, etc. C'est un double choc, je dirais. On était habitué à voir... La dernière fois, on avait vu des milliardaires à Los Angeles. Et là, on voit des grands-mères dans des EHPAD. Donc, ça devient extrêmement proche. Et puis, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure de la crainte de la disparition de l'environnement, se rajoute la crainte de la disparition de sa propre histoire, sa maison, ses souvenirs, ses albums photos, l'arbre qu'on a planté pour la naissance du petit, etc. etc. Donc, on a vraiment l'impression qu'on vous efface une partie de vous-même. Oui, on le voit aussi, Laure Nouala, toutes ces personnes qui ont été évacuées, heureusement, n'ont pas vu leur maison brûler. Toutes ces maisons n'ont pas brûlé, mais est-ce pour autant qu'ils n'ont pas été, alors eux-mêmes, traumatisés ? Voilà, on a l'impression que véritablement, aujourd'hui, là, on est quand même dans une ambiance générale, en fait, de stupéfaction par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on est toujours en train de vivre.
L'événement plonge les gens dans une forme de sidération, c'est sûr, mais bon, ça fait quand même un moment qu'on est au courant que tout ça va se produire. On avait prédit, contrairement, voilà, et les trajectoires sont là. Donc il y a à la fois la sidération, le fait que notre sécurité, notre sentiment de sécurité vole totalement en éclats et que on se pensait en France avec une électricité décarbonée, protégée de tout. Les catastrophes étaient lointaines jusqu'à il y a quelques années et désormais, elle nous rattrape et ce sentiment de sidération est aussi nourri par ce sentiment d'insécurité. Mais pour le coup, c'est l'insécurité existentielle et pas du tout l'insécurité parce qu'il y a quelqu'un à côté qui vient d'arriver et qui en veut. Voilà. Non, c'est une insécurité existentielle. Ne serions-nous pas actuellement dans une souricière, une étuve dont la température va monter lentement mais sûrement tant qu'on ne change rien? Et là, je crois que c'est un inconnu, puisqu'il n'y a pas de réponse à la hauteur et qu'on a ce sentiment d'être dénué de solutions. Ce qui est très troublant, ça coupe complètement la mémoire. Parce que là, on a le feu, mais il y a quelques mois, on avait l'eau. Je trouve que le parallèle... Dans la Somme, notamment les inondations dans la Somme et dans le sud-ouest, bien sûr. On pourrait remplacer les images les unes par les autres. On a l'impression qu'elles s'effacent alors qu'elles viennent se rajouter. L'eau et le feu, en quelques mois, c'est hallucinant. Albert Moukeba, vous parliez de stress post-traumatique. À quel moment on bascule? C'est une question souvent de temporalité. Mais il y a des critères diagnostiques un peu pour le PTSD. C'est des réviviscences, des troubles du sommeil, de l'invasion de l'espace mental au quotidien, on voit etc. Ici, les symptômes, on parle de cauchemar, les humeurs altérées, l'hyperactivation, l'hypervigilance. Ces symptômes sont normaux au début, après un choc traumatique, comme ce qui a été vécu, et ça devient un syndrome du stress post-traumatique avec le temps. Après, quand on parle de sidération, etc., c'est un peu ce qui était en train d'être dit, c'est-à-dire il y a une différence entre les personnes qui le vivent, mais ce qui est aussi parfois intéressant, c'est qu'il y a une sorte de sidération dans la manière dont on couvre ces événements, alors que c'est su, c'est prévu. Les évacuations qui ont eu lieu, il y a des plans d'évacuation qui ont été prévus. On a déjà eu les inondations, il y a déjà eu les méga-feux au Portugal, en Grèce, en Espagne. C'est un peu étrange de faire comme si on pensait que nous, on allait être magiquement protégés par la frontière. Mais justement, sur notre cerveau, cet effet que vous décriviez de dire « Ah, c'est arrivé en Australie, on l'a vu, comme vous l'avez dit, à Los Angeles, c'est des incendies géants. » Et bien là, on se dit « Oui, c'est la Gironde, ce sont les Landes. » C'est là, quand ça devient concret, qu'en fait, c'est là où le cerveau, finalement, comprend ce qui se passe? Oui, je ne suis pas sûr que c'est le cerveau. C'est-à-dire, encore une fois, c'est très différent quand on parle des personnes qui les vivent et quand on parle des personnes qui vont rapporter, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les discussions, etc. C'est quelque chose qui est attendu, mais on le traite comme si c'est quelque chose qui est extraordinaire. Les deux ne sont pas particulièrement nécessairement contradictoires, mais c'est important aussi de réaliser qu'il y a une différence énorme entre la sidération d'une personne qui perd sa maison, qui perd l'arbre qui a été planté, etc., et une sorte de, j'ai envie de dire, pseudo-sidération, des personnes qui sont loin, qui sont protégées et qui en parlent comme si c'est une météorite que personne n'avait prévue qui débarque d'un coup. C'est une sorte de continuité annoncée. On parle de Los Angeles, mais encore une fois, l'Espagne c'est à côté, le Portugal c'est à côté, la Grèce il y a quelques années c'est à côté. Et c'est important aussi de lutter contre une sorte de sidération presque fabriquée de... Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible, c'est ça. C'est pas juste comment c'est possible, c'est attendu. Et vous vous rappelez, à l'école, quand on était petit, la première phrase de géographie, c'était « La France est un pays de 550 000 km² au climat tempéré ». Tempéré, oui, c'est ça. Alors, Martin Hirsch, vous dirigiez la PHP au moment du Covid. C'était en 2020. Vous avez été en contact avec notamment les soignants qui ont vécu des situations de pression intense. Certains, après, une fois la vague du Covid passée, certains ont craqué. Aujourd'hui, ce sont les pompiers qui sont en première ligne. Vous, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous pensez que les pompiers doivent être accompagnés et comment? Alors, effectivement, l'expérience qu'ont connue ou traversée les infirmières, les médecins, les aides-soignants, toutes les équipes, c'était très frappant. Pendant la crise, ça allait bien. Par ailleurs, on s'occupait aussi beaucoup d'eux. On avait mis en place des systèmes pour les repas, pour les transports, pour l'hébergement, etc., etc. Mais ça allait bien. Je me souviens un jour, vous évoquiez le président de la République quand vous disiez qui pouvait prédire. Vous pouvez prédire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il est venu un moment dans les hôpitaux en disant ça doit être très dur. Et les blouses blanches ont répondu pour l'instant c'est la parenthèse enchantée. C'était très troublant et très fort. Et puis ensuite, il y a l'effet de la fatigue, l'effet de la peur, l'effet de la non-reconnaissance, etc.
qui effectivement ont conduit à une hémorragie de professionnels qui sont reconvertis dans toute autre chose gigantesque. Alors le gouvernement n'a pas attendu pour réagir, pour notamment ouvrir des cellules de crise d'aide psychologique, y compris dans les communes sinistrées. C'est ce qu'expliquait hier Stéphanie Rist, la ministre de la Santé. On la regarde. Vous savez qu'on a déclenché des cellules d'urgence médico-psychologiques quand vous êtes face à ces feux, quand vous perdez votre maison. Évidemment, vous avez besoin d'être soutenu, accompagné psychologiquement. Donc il y a des numéros qui permettent au public de pouvoir téléphoner et d'être pris en charge par des psychologues. Je crois là, nous sommes dans un moment de crise très important, avec un feu complètement fou qui angoisse. Nous avons beaucoup d'appels de personnes qui ont besoin de pouvoir être accompagnées. Donc on réagit très vite, il y a une réactivité, Laure Noëlla. Non mais en fait, là, comment dire, il y a deux choses que vous parliez des soignants pendant le Covid. Moi, j'ai aussi envie de parler de ceux qui sont sur le front des questions écologiques toute l'année, durant leur vie entière, parce que c'est leur boulot, que ce soit les scientifiques, les journalistes environnementaux, les gens dans les collectivités territoriales qui essayent de mettre en place des plans climat, des plans déchets, et qui se prennent des vents tous les jours, et qui ont énormément de ressources, parce qu'il faut toujours tenir debout. Bon, c'est gentil de donner les numéros, de nous dire qu'il y a des numéros, mais il n'y a pas de numéros où appeler à ce jour techniquement. Je ne sais pas si on est équipé en personnel pour écouter tous ces gens-là. Et il me semble qu'on a beaucoup de ressources en nous également pour se débrouiller un peu seul. Mais là, est-ce que c'est une bonne chose d'ouvrir là immédiatement des cellules de crise psychologique ? Ça dépend de comment. En fait, pendant longtemps, on pensait que les cellules de crise, c'était quelque chose de très bien. Et après, on a découvert qu'il y a certaines méthodes qui sont appliquées qui empirent les traumas, notamment suite à des tremblements de terre, à des catastrophes naturelles, pas nécessairement des incendies. Parce que souvent, c'était en train de cristalliser un peu le trauma. On demandait aux gens qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez perdu, etc. Je suis sûr que les psychologues qui font ces cellules, une fois qu'on aura les numéros, le savent et font un bon travail. Donc c'est important qu'il y ait du soutien, mais c'est important aussi d'expliquer que c'est pas de la thérapie. C'est vraiment une approche très spécifique aux catastrophes, aux expériences traumatiques, de soutien. Après, c'est encore autre chose, les personnes qui ont perdu leur maison et les pompiers, les personnes qui sont en train de lutter contre le feu. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes profils, etc. Alors un mot aussi, Laure Noëlla, qui revient souvent, et il y a un autre mot justement qui est en contradiction avec le vôtre, Martin Hirsch, c'est ce mot éco-anxiété. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment, même si on a compris qu'il y avait beaucoup de gens qui se battaient et qui depuis longtemps essayaient de combattre ce terme, mais l'éco-anxiété aujourd'hui, est-ce que ce qu'on vit en ce moment, est-ce que c'est en train de la nourrir, de la faire grossir ? Probablement. Après, j'ai un peu un doute parce que, si vous voulez, les catastrophes, on l'a dit, s'enchaînent sans qu'il n'y ait de réponse à la hauteur de la chose. Donc je pense que dans l'éco-anxiété, on dit en général que c'est 4 émotions basses, la peur, l'immense tristesse, mais aussi le sentiment d'impuissance et la colère. Et quelque chose là surgit tout de suite en Gironde, qui est la colère. Le sentiment de ne pas avoir été traité de la bonne façon. La Gironde, ça a brûlé en 2022. Que s'est-il passé ? Qui a prédit, qui n'a pas prédit qu'il y aurait d'autres incendies dans ces forêts d'arbres qui brûlent comme des allumettes ? Très franchement, ce sentiment d'impuissance et de colère peut prendre le pas. Il y a beaucoup de personnes qui, de l'éco-anxiété, nous invitent à être pas anxieux, mais éco-furieux. Oui, c'est ça. Parce que là, il faut aller réclamer des comptes quand même. Qui nous protège dans cette insécurité existentielle face à quelque chose qui dépasse l'ensemble des pays ? Voilà. À ce jour, rien n'y personne. C'est les jeunes, beaucoup. On a des chiffres, 39% des 25-34 ans qui se disent moyennement, voire fortement angoissés. C'est la génération Greta Thunberg. On peut dire qu'ils sont lucides, surtout. Moi, ce que je trouve piégeant dans le mot éco-anxiété, c'est que ça appelle du Xanax ou du Lexomil. Vous êtes anxieux, vous inquiétez pas, on va vous donner... La raison du malaise, c'est qu'on est en train de foutre en l'air la planète. Donc c'est pour ça que vous préférez le mot solastalgie, qui est la disparition. Exactement, c'est pas pour une querelle de vocabulaire, ou etc., etc. Mais je trouve que aujourd'hui, le nouveau Xanax, c'est le Canadair, si je puis dire. Je pense qu'on va sortir de la crise, pas forcément en revoyant les modèles économiques, les modèles sylvicoles, les modèles de développement, les modèles d'urbanisation, les modèles de chauffage, mais peut-être en disant on va faire des stocks de Canadair, comme on est sorti du Covid, non pas en disant on va revoir un certain nombre de règles de commerce, d'hygiène, d'échange, mais en faisant des stocks de masques. Oui.
Alors c'est hyper bien les stocks de masques, et ça serait mieux qu'il y ait 3 fois plus de Canadair, mais ça ne va pas sauver la planète. C'est ça. Mais ils servent aujourd'hui en tout cas les stocks de masques. Et donc les jeunes, juste une anecdote sur les jeunes. Oui, pardon, en 2 secondes. Donc je leur ai présenté un livre sur la solastalgie aux jeunes de l'Institut de l'engagement, qui sont des jeunes qui sont engagés, qui ont fait leur service civique. Et je me suis trouvé mal parce qu'ils sont tous éclatés en sanglots. Oui, il faut faire attention. Oui. Justement, vous parliez tout à l'heure de Greta Thunberg. On va entendre ça parce qu'on se demande si... On va juste regarder une archive et après vous pourrez commenter. Faut-il un électrochoc en fait pour prendre conscience du réchauffement climatique et des drames qu'il provoque? C'était l'option prise justement par Greta Thunberg au forum de Davos en 2019, utilisant des mots violents pour réveiller face au déni avec un succès mitigé. En tout cas, c'est notre archive du jour. The bigger your platform, the bigger your responsibility. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Des mots très très forts dans la bouche de cette adolescente très célèbre. Elle nous donne encore des frissons. Laure Noilla, quand même. Elle est née en 2003, année de l'invention du mot solastalgie par Glenn Albrecht. C'est mignon. Mais c'est une génération solastalgique. Et en plus, à ce moment-là... Là, elle est éco-colère. Mais est-ce qu'on est dans l'éco-colère aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans l'abattement? Derrière, je vais répondre à votre question. Et derrière, en 2018, première marche climat... Les premières marches climat au niveau européen et qui sont effectivement suivies par beaucoup de jeunes. La création de mouvements comme Extinction Rebellion. Donc tout de suite, la colère se transforme en action, en revendication. L'abattement et la colère dansent ensemble dans cette aventure-là parce que il y a des moments où vous en pouvez plus. Vous avez besoin d'éviter le burn-out militant. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à quelque chose de l'instant présent, à la beauté du monde, ne pas s'épuiser. Une chose tout de même aussi, ce qui est étonnant, Albin Ouquer, c'est ce que vous racontez. En effet, il y a eu des prises de conscience. Et pourtant, on a l'impression que rien n'est fait bien sur la part des politiques, mais même aussi auprès de nous. On le voit très bien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on le sait, c'est comme le film Don't Look Up. Vous avez parlé d'une météorite qui décrivait avec Leonardo DiCaprio une météorite qui arrivait sur Terre. Eh bien, on sait qu'elle arrive, mais on ne fait rien. En fait, quand on regarde... Parce que l'éco-anxiété, c'est un terme où, quand on regarde la littérature scientifique, avant 2010, il y a quelques articles et puis ça s'est accéléré. Aujourd'hui, on parle par exemple d'éco-émotion, parce qu'il y a l'éco-colère, il y a l'éco-culpabilité, il y a l'éco-anxiété. Et on ne considère pas que c'est une pathologie, parce que c'est une réaction adaptée. La définition relativement consensuelle, c'est un état socio-psychologique. C'est-à-dire il y a une dimension sociologique derrière aussi, de comment est-ce qu'on fait face. Et pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup de gens qui agissent. Mais il faut que les personnes qui agissent puissent avoir la marge de manœuvre pour pouvoir agir. La deuxième, c'est de croire que ce qui motive l'action, c'est la connaissance, l'information. Et ça, on sait aujourd'hui un modèle qui définit ça, où on s'est relativement planté, qui s'appelle le modèle du déficit informationnel. On pense que les gens n'agissent pas parce qu'ils manquent d'informations. Et c'est pas vrai. Savoir ne suffit pas. Aujourd'hui, même s'il y a une prise de conscience, derrière, si on ne peut rien faire, si j'ai pas la marge d'action, j'en fais quoi? Et surtout, l'éco-anxiété, est-ce que c'est un moteur ou pas? En fait, l'éco-anxiété, c'est un état, une sorte de spectre, et on réalise que quand on n'est pas assez éco-anxieux, on peut être dans le déni. Quand on est très éco-anxieux, on peut être dans ce qu'on appelle l'éco-sidération, on ne bouge pas. Et il y a une sorte de juste milieu où ça dynamise l'action avec le risque d'avoir l'épuisement et ce qu'on appelle l'impuissance. C'est-à-dire on agit, on peut rien et ça change rien. C'est ça, on va voir qu'il existe également avec vous, Julia, un éco-déni. C'est-à-dire ce sont ceux qui vivent de telles catastrophes, on se dit toujours, ils vont développer une conscience écologique. Il y a une enquête qui montre que pas forcément. Oui, dans le journal Le Nouvel Obs, l'anthropologue Élise Boutier raconte qu'elle a passé plusieurs mois dans le nord de la Californie, dans une localité qui a été ravagée par un méga-feu. Ce méga-feu, c'était précisément en 2018. Il est connu sous le nom de Camp Fire. Il fut l'un des plus meurtriers aux États-Unis. 85 personnes sont mortes et la ville de Paradise a été détruite. Et dans sa thèse, Élise Boutier constate que durant les mois, les années qui ont suivi, les habitants en fait ont été touchés par une forme de déni, alors même que le trauma, lui, était bien présent. Ces habitants, ils utilisent même une expression pour décrire leurs séquelles psychologiques.
psychologique, le fire brain, le fait que le cerveau est en quelque sorte comme grillé. Le trauma là-bas se réactive chaque été quand le vent se lève, la ville à ce moment-là se met à l'arrêt, se claque-mur, l'électricité est coupée pour éviter tout départ de feu. Et pourtant, malgré ce trauma, eh bien, leur style de vie en fait reste le même. La communauté, composée essentiellement là-bas de retraités aisés, a tout reconstruit à l'identique depuis ce méga-feu et surtout le plus vite possible. Élise Boustier raconte même qu'un an après le méga-feu, la communauté a organisé une fête foraine, comme s'il fallait passer à autre chose et très rapidement, à tel point que quand l'anthropologue a demandé aux habitants quelle était selon eux la cause de ces feux, eh bien ils ont répondu c'est à cause du vent ou c'est parce que les pompiers n'étaient pas assez rapides, mais ils n'ont pas évoqué cette question du réchauffement, d'où cette notion donc de déni climatique. Martin Rich, on voit donc que même dans ces cas-là, quand il y a eu un méga feu, eh bien parfois ça ne réveille pas donc cette conscience écologique. Comment vous l'expliquez ? Absolument, pardon. Et je ne sais pas l'expliquer complètement, sauf que parfois on a envie de... je penserais au déni de grossesse qui a fait l'effet d'hiver hier. C'est une forme de dissociation peut-être ? J'imagine qu'il y a quelque chose aussi d'un peu particulier dans les zones du cerveau qui fait cela. Mais je pensais à une étude sur l'éco-scepticisme, c'est-à-dire ceux qui pensent que le réchauffement n'existe pas et que le gouvernement, quand il parle de réchauffement, c'est juste pour nous emmerder, etc. Il y a une étude qui a été faite dans 20 pays par l'OCDE qui est absolument fascinante et qui regarde à même catégorie socio-professionnelle, même niveau d'études, qu'est-ce qui fait que vous êtes éco-sceptique ou que vous croyez au réchauffement climatique. Et ceux qui sont éco-sceptiques sont plus souvent ceux qui sont coupés des transports en commun. Quand vous êtes bien desservi, vous pouvez croire... Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous dites, on nous invente cette histoire de réchauffement pour me laisser dans mon isolement et on ne s'occupe pas de moi. Ouais. Donc, je crois véritablement que la meilleure lutte, c'est effectivement de pouvoir donner aux gens des solutions qui ne sont pas la privation. On n'a plus vraiment beaucoup de temps, Laure, mais je voudrais juste vous entendre sur ce dont vient parler Julia, sur cet éco-déni. On est aux États-Unis. Voilà. Vous pensez que c'est propre aux États-Unis, ça ? Oui, les États-Unis sont climato-négationnistes. Excusez-moi, j'utilise ce terme-là vraiment parce que ça vient percuter. Enfin, je dis depuis George Bush Junior. Voilà, le mode de vie américain n'est pas négociable. Voilà. Ils sont en dehors d'une certaine réalité. Certains, bien sûr, pas tous. Ouais. Ceux-là, oui, précisément, votre maison est comme ça et vous la reconstruisez le plus vite possible. Et par ailleurs, ils ont des réfugiés climatiques, ils sont sujets à plein de catastrophes naturelles. La Floride est balayée par des ouragans de force 5. Oui, bien sûr. Voilà, ils ont des assureurs qui s'en vont. Ils vivent quand même aussi ce truc. Mais on ne négocie pas avec le confort et ça peut nous intéresser, nous aussi en Europe, parce que c'est pas dit que demain, on change de comportement du tout au tout. Bien sûr, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est cette perte de notre mode de vie qui est en question. Une fois que vous êtes sorti de l'éco-anxiété, l'action politique et l'action de quelle bifurcation pour nous, elle est fondamentale et là, personne ne la pense. Voilà, c'est fini le steak, les voitures, les avions à 15 € pour aller à Marrakech. On a bien entendu, fini, en tout cas. Mais là aussi, merci en tout cas à vous trois. On a appris beaucoup de mots, en tout cas, ce soir en même temps. Merci à vous d'être venus débattre de ce sujet. Et dans un instant, nous retrouverons les chroniques de Marjorie Delson et Théophile Cossa. Nous verrons que de moins en moins d'étudiants étrangers sont tentés de s'inscrire dans des universités américaines. La politique de Donald Trump aurait-elle ce genre d'effet ? Je ne sais pas. Avant de nous intéresser aux futurs billets de la zone euro, cette fois-ci, bien figurez-vous que toute l'Europe peut voter. Mais avant cela, rejoignons Victor de Quiver qui aime la culture générale habillée d'un Bermuda, afin qu'elle soit très à l'aise. Ce soir, vous dînerez moins bête. Le cannibalisme est-il une tradition britannique ? Le cannibalisme est-il une tradition britannique ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Dans les années 1970, des archéologues anglais fouillent un puits préhistorique près de Bristol. À 15 mètres de profondeur, dans 70 cm de glaise, ils remontent 3000 ossements humains. À l'époque, il conclut à des dépôts rituels. L'affaire est classée. Sauf qu'en 2024, Rick Schulting, archéologue à Oxford, réexamine ses collections. Et il découvre l'horreur. Au moins 37 squelettes, des hommes, des femmes et surtout des enfants et des ados. Près de la moitié ont entre 5 et 20 ans, une hécatombe. Les crânes portent des traces de fractures, des coups mortels. Les corps ont été désarticulés, les chairs extraites, les os longs brisés pour récupérer la moelle. Et sur les petits os des mains et des pieds, des traces de mâchement. Pas des molaires plates d'omnivores, des molaires humaines.
Ces gens ont été massacrés puis dévorés il y a 4000 ans à l'âge du bronze. L'acte de cannibalisme le plus violent jamais découvert en Grande-Bretagne. Pour bien comprendre l'ampleur du massacre, il convient de distinguer 2 types de cannibalisme. L'endocannibalisme, le fait de manger ses propres morts pour les honorer, et l'exocannibalisme, le fait de dévorer ses ennemis. Ici, pas de doute, ces humains se sont fait attaquer, tuer et manger. Pourquoi ? Les chercheurs parlent de déshumanisation. Les os humains sont mélangés à des os de bovins, comme si les victimes n'étaient que du bétail. Ce n'était pas une famine, c'était pour les réduire à l'état d'animaux. Autre détail troublant, 2 victimes portaient la bactérie de la peste. La peur de la maladie a-t-elle déclenché ce massacre ? Était-ce une vendetta entre communautés ? Les analyses ADN le diront peut-être un jour. Nos ancêtres étaient-ils de gentils chasseurs-cueilleurs ? En tout cas, à l'âge du bronze, près de Bristol, rien n'est moins sûr. Voilà, je dirais moins bête. Merci Victor Huquer pour une chronique vraiment gourmande. On va dire ça comme ça, et très bon appétit à vous. Mais bien eux aussi, ils ont des chroniques plus que gourmandes même. Marjorie Adelson et Théophile Costa. On commence avec vous, Marjorie. L'histoire d'amour, vous nous le dites, entre les étudiants du monde entier et des États-Unis. Ben c'est fini. Oui, disons que c'est un couple en pause, et ce, depuis plusieurs mois. Harvard, Princeton, Berkeley, les universités américaines ont toujours fait rêver leur campus immense avec boîte de nuit et terrain de tennis intégrés, mais surtout leur enseignement réputé. Mais depuis l'an passé, les choses ont changé. Les inscriptions des nouveaux étudiants étrangers, toutes nationalités confondues, ont chuté de 17%, du jamais vu en 10 ans, hormis pendant la période Covid. Parmi les plus refroidis, on retrouve notamment les Allemands en recul de 20%. C'est ce qu'indique le journal Die Zeit. Il y a quelques semaines, Friedrich Merz, le chancelier allemand, affirmait même qu'il ne recommanderait pas aujourd'hui à ses enfants d'aller étudier et travailler aux États-Unis. Alors pourquoi un tel refroidissement général ? Alors les raisons, elles sont vraiment multiples. Les bourses sont réduites, l'attribution des visas est beaucoup moins souple. Tout ça dans le contexte de renforcement de la lutte contre l'immigration, avec notamment l'ICE, la police de l'immigration. Et les pressions contre les étudiants étrangers et contre certaines universités ont été nombreuses. Souvenez-vous par exemple, l'année dernière, Trump avait décidé d'interdire l'entrée à Harvard à tous les étudiants étrangers, toutes nationalités confondues. Alors la mesure avait été invalidée par la justice, mais le climat de défiance, lui, est resté. Sans compter les pressions et menaces aussi de coupes budgétaires dans certaines chaires, comme celles en lien avec le climat ou les études de genre. Mais quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent et certains pays accueillent donc la cueillette de ces cerveaux. La France, par exemple, a créé un programme intitulé Safe Place for Science, un endroit sûr pour les sciences en français. Elle y accueille des chercheurs américains qui se sentent entravés dans leurs recherches. Quant aux étudiants étrangers échaudés, beaucoup se dirigent vers l'Europe et surtout vers les universités asiatiques qui se frottent les mains et leur déroulent le tapis rouge. Mais alors, pour les étudiants étrangers qui choisissent tout de même d'aller étudier aux États-Unis, ça se passe comment ? Eh bien, ils sont assez surveillés, notamment via les réseaux sociaux qui sont passés au crible avant d'obtenir le visa. Il faut par exemple paramétrer ses comptes en public, c'est-à-dire les rendre accessibles à tous. Bref, à côté de ça, Parcoursup, c'est une promenade de santé. Ah oui, c'est sûr, oui, très très facile. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, avec vous, Théophile, on va parler de nos billets. Ces billets de 5, 10, 20... on ne sait plus, avec lesquels on paye, vont bientôt changer de look. Alors dites-nous justement, changer de billet, comment ça marche ? Tiens, on va commencer avec une petite devinette. Est-ce que vous avez une idée de combien de billets en euros sont en circulation ? Oh là, alors là, non. Plus de 30 milliards. Ah oui. Plus de 30 milliards. Et donc des billets qui vont bientôt évoluer. Mais alors, petit à petit, vous allez voir, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est aux manettes de cette grande refonte. Alors déjà, pourquoi de nouveaux billets ? Pour qu'ils illustrent mieux, dixit la BCE, l'identité, la diversité, les valeurs communes de l'Europe, avec des motifs plus évocateurs. Et c'est vrai que lors de l'émission des premiers billets, il n'y avait que 12 pays dans la zone euro. Il y en a aujourd'hui 21, près de 350 millions d'habitants. Et puis il s'agit aussi de garder une longueur d'avance sur les techniques de contrefaçon. C'est la première refonte complète depuis le début de l'euro. En 2002, nos billets avaient été remplacés à partir de 2013 pour lutter contre les contrefaçons avec la série appelée Europe. Mais grosso modo, les illustrations étaient restées les mêmes, différents styles architecturaux européens. Bon, alors, les nouveaux, ils vous ressemblent à quoi ? Eh bien, vous allez pouvoir choisir. Tous les Européens peuvent voter. En fait, le changement de billet est en projet depuis 2021. Un concours de graphisme a été organisé à l'échelle de l'Union. 2 thèmes étaient proposés. 1, la culture européenne, et 2,
plus original, fleuve et oiseaux. 1200 dossiers ont été reçus, jugés par un jury indépendant, des experts du graphisme, de la com, des neurosciences, de l'histoire. Et alors voilà les 10 propositions retenues. Bon alors, il y a beaucoup de visuels, hein. Je vous invite à aller voir en détail sur le site de la BCE. Mais tiens, par exemple, pour le recto, est-ce que vous êtes plutôt team culture européenne ? Maria Callas, Marie Curie, Callas, c'est pas mal, moi, je trouve. Beethoven, Léonard de Vinci, ou alors team fleuve et oiseaux. Martin Pêcheur, cigogne, foot bassin. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour les oiseaux. Et alors, si vous avez l'œil, vous remarquerez qu'il n'y a pas de billet de 500, votre préféré, hein, Jean-Mathieu, je sais. Oui, bien sûr. Ils ne sont plus émis depuis 2019. Pour des raisons de sécurité. Bon, et on les aura quand, donc, vos Martin Pêcheurs, là, sur billet entre les mains? Oui, vous êtes pressés de flamber avec des nouveaux tout de suite, billets, hein, bien je sûr. vous connais. Alors, va falloir être encore patient. Déjà, on a jusqu'au 21 septembre pour voter. La BCE choisira définitivement le visuel fin 2026, avant de lancer le long processus de fabrication. Donc, impression, test, puis mise en circulation. La date n'est pas encore fixée. À noter que les anciens billets auront toujours leur cours légal, hein, ils conserveront leur valeur, juste ils se feront de plus en plus rares, retirés petit à petit par les banques centrales. Donc pas de stress, Jean-Mathieu, pour tous ceux que vous planquez comme ça dans votre loge, on sait, il y en a beaucoup, ça ne sera pas perdu. Voilà, et vous aurez votre petite enveloppe, bien sûr. Merci. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous, merci. Mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, avant de plonger dans le Londres d'après-guerre et ses quartiers populaires où tout manque, ce qui n'empêche pas le dévouement d'une femme. Vera Drake de Mike Lee, un drame social et un peu plus que ça même, c'est à voir sans faute. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.